La grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le Troisième Reich vacille. À partir de l'été 1944, la Seconde Guerre mondiale prend un tour très positif pour les Alliés. Après les succès en Afrique du Nord dans la seconde moitié de 1942, le débarquement allié en Sicile et à Salerne en 1943, suivi par le débarquement à Anzio en janvier 1944, les forces allemandes avaient définitivement perdu leur place forte italienne. Les Russes reprenaient des forces à l'Est, progressant de plus en plus vers l'Allemagne depuis la reddition des troupes d'Hitler à Stalingrad au début 1943. Dans le sud-est asiatique, les Alliés parvenaient à reconquérir les territoires sous la mainmise des Japonais. Et surtout la grandiose opération Overlord, le débarquement du jour J, le 6 juin 1944 sur les côtes de Normandie, avait été un triomphe dépassant toutes les espérances de leur commandant en chef, le général Eisenhower. Eisenhower n'avait jamais participé directement à des engagements sur le front, mais c'était un organisateur brillant qui avait réussi à gagner l'admiration de tous les hommes qu'il commandait, et pas seulement en raison de son caractère agréable et conciliant. Pour lui, le respect et la confiance de ses troupes étaient véritablement d'une importance vitale, car il savait que, lorsque l'opération Overlord commencerait, chaque soldat, marin ou aviateur, de quelque grade que ce soit, serait un élément indispensable pour remporter la bataille de Normandie. Les Alliés auraient pu prendre la route la plus courte vers la France, entre Douvres et Calais, mais ils choisirent délibérément un autre itinéraire. Hitler et ses généraux n'avaient pas anticipé cette décision, et les Alliés firent tout ce qu'ils purent pour les maintenir dans l'erreur. Le secret était un dogme absolu, parce que l'effet de surprise était indispensable pour qu'Overlord ait la moindre chance de succès. Par exemple, pour chaque vol de reconnaissance effectué sur la Normandie, 2 autres vols étaient envoyés sur le Pas-de-Calais. Une campagne concertée, l'opération Fortitude, fut organisée pour laisser les Allemands dans la certitude que le débarquement aurait lieu vers Calais. Les événements ont démontré que cette tactique de désinformation avait été déterminante. Adolf Hitler était pleinement conscient qu'une attaque sur le front ouest, en France, était imminente. Mais début 1944, l'armée rouge, dans le sud de la Russie, lui avait donné de bien plus grands motifs d'inquiétude. Les Allemands avaient tenté de bloquer la vague russe en construisant d'importantes fortifications, et la peur d'Hitler d'être obligé de battre en retraite sur les 2 fronts allait s'avérer fondée. Les Américains étaient désormais dominateurs dans le Pacifique contre les très tenaces Japonais. En raison de la puissance de l'US Navy, les Japonais avaient de plus en plus de mal à tenir les îles dont ils s'étaient emparés auparavant.
Pour les Américains, la sécurisation était le mot d'ordre pendant ces mois cruciaux de 1944, car tant que l'Europe n'était pas libérée, ils devraient combattre sans possibilité de recevoir des renforts. Le théâtre d'opérations européen constituait l'objectif principal. Pour le jour J, 5 plages de débarquement avaient été choisies, entre Cherbourg et Caen. Les troupes américaines étaient chargées de prendre les 2 plages le plus à l'ouest, nom de code Utah et Omaha, tandis que les Britanniques et les Canadiens avaient pour objectif les plages les plus à l'est, Gold, Juno et Sword. Les plans étaient précis. Une pleine lune était impérative pour apporter un peu d'éclairage. En fonction des marées, c'est la date du 5 juin qui avait été choisie. Lorsque la météo vira à la tempête, Eisenhower eut une difficile décision à prendre. Soit repousser l'opération au 6 juin, puisque le temps allait être un tout petit peu meilleur, ou attendre 2 semaines de plus la prochaine pleine lune. Une attente de 2 semaines soulevait de délicats problèmes de logistique. 1. Pour que les plans de débarquement demeurent secrets. 2. Comment ces milliers d'hommes à bord des navires et prêts à combattre pouvaient-ils être ramenés à terre et, plus important, où les installer? En conséquence, en dépit des risques posés par la météo, le 6 juin fut retenu. Juste après minuit, les navires commencèrent à appareiller silencieusement en plein orage nocturne. Les débarquements à Utah et Omaha furent très différents. À Utah, un bombardement aérien préliminaire appuyé par un barrage d'artillerie navale nettoya bien la zone de débarquement. L'exécrable météo joua un rôle bénéfique en aidant les Alliés à créer la surprise, car la plupart des U-boats prévus pour patrouiller le long de la côte du Cotentin étaient rentrés au port en raison de cette forte tempête. Les orages également furent la cause heureuse du débarquement d'une division américaine à 2 km de l'objectif prévu, dans une zone sans défense sérieuse. La zone fut vite sécurisée et sans pratiquement rencontrer d'opposition. À Omaha, les troupes américaines rencontrèrent, elles aussi, des problèmes de navigation, en raison du mauvais temps. Mais leurs erreurs de site de débarquement ne furent pas aussi profitables. Ils se retrouvèrent face à la 352e division d'infanterie allemande, très aguerrie, qui était en exercice dans la zone. Les pertes américaines furent lourdes. Les Allemands profitèrent de leur position en haut des falaises pour massacrer les soldats américains alors que ceux-ci pataugeaient dans l'eau avant même d'avoir atteint la plage. En dépit de ces pertes, Omaha fut prise. Les Britanniques et les Canadiens durent affronter des difficultés d'un autre ordre. À Gold et Juno, ils rencontrèrent une solide résistance et il leur fallut beaucoup de puissance et de bravoure pour s'emparer de la plage. Sword était beaucoup moins bien défendue, mais la zone de débarquement, étroite, et la taille des vagues compliquèrent grandement la tâche des Alliés. Et comme à Omaha, la résistance allemande fut balayée. Pour exploiter la réussite des débarquements, des ingénieurs imaginatifs conçurent des ports flottants provisoires, nom de code Mulberries. Ils furent remorqués à travers la Manche, pièce par pièce, prêts à décharger les approvisionnements, les véhicules et les renforts nécessaires à la poursuite des combats en France. Dans les semaines qui suivirent le jour J, la force d'invasion alliée progressa lentement dans le bocage normand, libérant la campagne française village par village. La joie était immense. Après tant d'années d'oppression, les Alliés reçurent un accueil des plus chaleureux de la part de ceux qu'ils venaient de libérer. En Grande-Bretagne, les nouvelles du triomphe du débarquement regonflèrent le moral des populations.
Adolf Hitler, réalisant le soir même que la bataille de Normandie allait être perdue, se devait de réagir. Il avait toujours annoncé à son peuple qu'il possédait une arme secrète. Les nouvelles de la situation en Normandie circulaient déjà. Il devait remonter le moral des Allemands et réaffirmer la force du nazisme. L'arme en question existait bel et bien. C'était la bombe V1, qui tirait son nom du mot allemand signifiant « arme de vengeance ». L'efficacité de cette bombe venait du fait qu'elle n'était pas pilotée. Un missile de croisière basique en somme, qui pouvait être lancé depuis l'Europe au-dessus de la Manche et atteindre la Grande-Bretagne. Après le lancement, le pilote automatique dirigeait la bombe vers la cible où elle devait exploser. Les dommages qu'elle causait étaient énormes. Propulsé par un mélange d'essence et d'air comprimé, le V1 volait à grande vitesse. Il émettait un son très particulier, un bourdonnement produit par le propulseur qui effectuait 50 pulsations par seconde. Ce qui valut au V1 de nombreux surnoms, Buzz Bomb ou même Doodlebug, du nom d'un gros insecte australien. Ce son était terrifiant, et lorsqu'il cessait, c'était encore plus angoissant, car 15 secondes plus tard, une énorme explosion déchirait l'air. Cependant, pour Hitler et ses concepteurs, le V1 avait un défaut majeur. Il n'y avait aucun moyen de s'assurer que la bombe avait atteint ou non sa cible. Bien que Londres soit visée sans répit, les Anglais avaient dressé un vrai mur de silence à propos de ces attaques. Aucun des impacts dévastateurs ou bilan des victimes ne fut rapporté par la presse. Les informations concernant les succès des V1, soigneusement étouffées, n'atteignirent jamais l'Allemagne. L'esprit indomptable des Britanniques et des Londoniens en tout premier lieu a été un problème majeur pour Hitler tout au long du conflit, en particulier pendant le Blitz. Une fois encore, les Britanniques tenaient bon dans leur volonté de voir chuter Hitler. Des barrages de ballons furent déployés et des avions, le Spitfire en particulier, furent lancés à la chasse au V1 en plein ciel. Près de 2500 d'entre eux furent descendus. Il était clair que l'arme secrète d'Hitler n'allait pas permettre à l'Allemagne de gagner la guerre. Elle s'avéra même, finalement, contre-productive, car les Alliés furent plus déterminés que jamais à mettre un terme rapide au règne de la terreur nazie. Pour les soldats britanniques engagés en France, la crainte qu'ils éprouvaient pour leurs proches restés à la maison les stimula lors des percées qu'ils effectuèrent depuis les plages. Après avoir pris l'avantage sur les Allemands, il leur était désormais impératif de consolider leur position. Bizarrement, les généraux d'Hitler étaient encore persuadés que l'attaque principale allait survenir vers Calais et que l'opération en Normandie n'était qu'un leurre. Mais les Allemands, eux, réalisèrent que c'était le combat pour leur survie qui commençait. Le général Bernard Montgomery, qui avait été décisif en Afrique du Nord, conduisant ses troupes à la victoire, lors de la seconde bataille d'El Alamein, joua un rôle important dans les combats en Europe. Il rencontra une opposition féroce de la part des Allemands à l'est des plages du débarquement. Ayant subi des pertes importantes, Montgomery fut forcé de reculer afin de modifier sa tactique. Bousculer la résistance allemande dans cette zone était crucial, car si Caen tombait entre les mains des Alliés, la route vers Paris serait grande ouverte. L'armée d'occupation n'était pas très efficace en dépit de ses effectifs importants, car elle opérait sans soutien d'artillerie coordonnée, ce qui signifiait une rupture dans les communications. Ce dysfonctionnement facilitait la progression des troupes alliées. Un demi-million de soldats avaient débarqué en Normandie vers la mi-juillet, et Montgomery pouvait occuper largement les Allemands au nord-est de la France, ce qui laissait aux Américains l'opportunité d'avancer vers le sud. Lorsque Caen fut libéré le 19 juillet, les Alliés se retrouvèrent du même coup en position de force.
Grâce à un mouvement stratégique en tenaille, les Alliés encerclèrent les Allemands qui ne purent rien faire pour maintenir leur présence sur le territoire français. Les troupes alliées étant de plus en plus nombreuses, la Wehrmacht s'est retrouvée largement dominée. La retraite restait la seule option offerte à Hitler et à ses généraux. Et, rendant encore plus dramatique la situation, l'opération Bagration sur le front Est menaçait gravement les frontières allemandes. Bagration était le nom de code de l'offensive stratégique en Biélorussie. Elle avait pour objectif de balayer toutes les troupes allemandes hors de cette région, au nord de la Russie et jusqu'en Pologne. Elle avait débuté le 22 juin et se poursuivit jusqu'au 19 août. 4 armées furent impliquées. Le 1er front baltique et les 1er, 2e et 3e fronts biélorusses. Cette opération, qui fut ensuite reconnue comme la plus terrible défaite des forces armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale, aboutit à la destruction de 3 composantes majeures du groupe d'armées nord, c'est-à-dire les 4e et 9e armées et la 3e armée de Panzer. La vitesse de progression de l'opération fut remarquable. Le 7 juillet, l'armée rouge était entrée en Lituanie et avait sécurisé ses positions le 13. À la fin de l'opération Bagration, les pertes allemandes étaient si sévères que même la conscription forcée ne pouvait plus remplacer les hommes qui avaient été tués. L'Axe perdit 20 divisions en tout. 50 000 Allemands furent faits prisonniers dans la ville de Minsk, dernière grande base allemande sur le sol soviétique, et libérée le 3 juillet. Quand l'armée rouge découvrit l'état de dévastation des villages, dont un grand nombre d'habitants avaient été massacrés ou déportés par les nazis, elle força ses prisonniers à marcher jusqu'à Moscou avant de foncer sur la Pologne. Les statistiques de Bagration sont impressionnantes. Les pertes allemandes globales, en décomptant les tués, les blessés et les prisonniers, furent estimées à 670 000 hommes et plus de 59 000 véhicules détruits. Les soviétiques, eux aussi, payèrent un lourd tribut avec 60 000 hommes tués. Mais, impossible à stopper, l'armée rouge déferla sur la Pologne. L'armée intérieure polonaise avait déclenché un soulèvement général à Varsovie et affrontait courageusement les troupes allemandes. L'armée rouge stoppa plutôt que de foncer vers la capitale. Lorsque l'Allemagne avait pénétré en Pologne en septembre 1939, les nazis avaient été assurés de ne pas être attaqués par les Russes, grâce au pacte de non-agression signé avec Joseph Staline. En retour, Hitler avait accepté que les Russes partagent la Pologne avec l'Allemagne. Les nationalistes polonais étaient très désireux de prendre en charge leur propre destin, ce qui est facile à comprendre. Le soulèvement de Varsovie, animé par des Polonais pressés de triompher de leurs oppresseurs allemands, commença le 1er août 1944, quelques jours avant que l'armée rouge n'ait prévu d'arriver. Malheureusement, ils ne disposaient pas de la puissance nécessaire et les Allemands les contrairent durement pour maintenir leur position. Lorsque les Soviétiques arrivèrent, ils ne se joignirent pas à la bataille contre les Allemands et restèrent stationnés à quelques kilomètres de la ville. Le soulèvement dura 63 jours. La halte soudaine de l'armée rouge est l'objet de nombreuses controverses dont les historiens débattent encore aujourd'hui.
On évoque que l'avance soviétique depuis la Russie aurait laissé l'armée rouge épuisée et manquant de puissance pour balayer les Allemands. D'autres pensent que ce n'était pas du tout le cas. Staline aurait exigé cet arrêt, car ainsi les Polonais seraient vaincus et ne pourraient donc pas, après la guerre, s'opposer au régime soviétique. Les soviétiques expliquent que le manque de carburant après l'opération Bagration les arrêta aux portes de Varsovie. Cette explication est pour le moins sujette à caution. Le soulèvement prit fin dans les derniers jours de septembre. Le 2 octobre, les Polonais finirent par se rendre aux Allemands après la mort de 18 000 insurgés, tandis que de 120 à 200 000 civils polonais avaient été tués, la plupart assassinés par les troupes allemandes. Après leur reddition, les nazis brûlèrent la vieille ville, ne laissant que des ruines aux Russes qui, ensuite, s'emparèrent de Varsovie. La puissante armée russe avançait inexorablement depuis l'Est et les Américains, Britanniques et Canadiens accéléraient leur progression à l'Ouest. Les généraux allemands étaient conscients de la précarité grandissante de leur position. Le comportement d'Hitler devint de plus en plus irrationnel. Certains pensent qu'il pouvait être atteint de la maladie de Parkinson. Les Alliés gagnaient la guerre, lentement mais sûrement. Hitler ne devait pas seulement redouter ses ennemis de l'extérieur, mais aussi ceux de l'intérieur. Le 20 juillet 1944, une tentative d'assassinat organisée par de hauts responsables militaires faillit réussir. Depuis un certain temps, Hitler faisait peu d'apparitions publiques. Alors qu'il assistait à une réunion dans son quartier général de Prusse orientale pour évaluer la détérioration de la situation militaire sur le front russe, une bombe explosa, tuant 4 officiers et blessant gravement de nombreux autres. Hitler, blessé légèrement, dut la vie à un incroyable hasard. Ce n'était pas l'œuvre d'un Allemand isolé. Les participants au complot étaient nombreux. Leur chef de file était le colonel Klaus von Stauffenberg, un homme de confiance d'Hitler qui pouvait approcher le Führer. Il est intéressant de noter qu'il existait un mouvement de résistance qui datait de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et il n'est pas inutile de regarder d'un peu plus près le passé de von Stauffenberg pour mieux comprendre comment cet événement extraordinaire est survenu juste après le jour J. Von Stauffenberg était issu d'une famille catholique de haut rang. Son père était un membre éminent de l'aristocratie allemande et sa mère était comtesse. Aîné de 3 frères, il commença par étudier la littérature avant de se tourner vers une carrière militaire. Avant le déclenchement des hostilités, von Stauffenberg fut nommé lieutenant. Il étudia l'armement et les moyens de transport et fut affecté à la première division légère qui envahit la Pologne en 1939. Von Stauffenberg était fidèle à Hitler à cette époque et envisageait même de rejoindre le parti nazi, essentiellement parce qu'Hitler avait signé un pacte avec les dignitaires de l'Église catholique. Cependant, comme ce fut le cas dans la plupart des traités signés par Hitler, il ne fallut pas longtemps pour que de grosses infractions à ce traité soient commises. L'Église catholique commença à condamner l'idéologie nazie. La mise à l'index de la religion prit de l'ampleur au sein du régime nazi, mais c'est la population de confession juive qui devint la cible d'Hitler. Le traitement inhumain infligé aux Juifs fit que von Stauffenberg remit en question sa loyauté à Hitler. Et ce, surtout après un événement qui eut lieu entre le 9 et le 10 novembre 1938, la Nuit de Cristal. Il s'agissait d'une attaque en règle contre les Juifs d'Allemagne qui alerta le monde entier. Au matin du 10 novembre, les nazis avaient assassiné 91 Juifs. 30 000 d'entre eux étaient déportés vers des camps de concentration et plus de 2000 synagogues détruites.
L'antisémitisme faisait désormais partie intégrante de l'idéologie nazie, alimentée par la haine fanatique que Hitler éprouvait envers les Juifs qu'il considérait responsables du déclin économique de l'Allemagne depuis la défaite de la Première Guerre mondiale. Von Stauffenberg savait que c'était une idée fixe d'Hitler. Lorsque la répression s'étendit aux sympathisants du mouvement bolchevique, il s'alarma. Hitler avait signé des ordres pour que quiconque ayant affiché un lien avec l'idéologie bolchevique soit exécuté immédiatement. Un bon nombre d'Allemands, dont von Stauffenberg, appelèrent à s'y opposer. Au fil du mois, l'opinion de von Stauffenberg sur la conduite des nazis et leur politique se détériora, et il finit par se convaincre que Hitler allait détruire l'Empire allemand en gaspillant des vies innocentes. Vers 1942, von Stauffenberg était persuadé de la nécessité de mettre fin aux agissements d'Hitler et de ses sbires. En 1943, peu de temps après avoir été promu lieutenant-colonel de la 10e division de Panzer, le véhicule de von Stauffenberg fut bombardé par les Britanniques pendant la campagne de Tunisie. Il eut la chance de survivre et fut hospitalisé pendant 3 mois avant d'être renvoyé chez lui pour sa convalescence. Les blessures de von Stauffenberg étaient graves. Il avait perdu son œil gauche, sa main droite et la plupart des doigts de l'autre main, mais il était déterminé à rester soldat. C'est pendant cette période que Henning von Treschko, un officier d'active, mais également membre de la résistance allemande, l'approcha. Sachant les qualités d'organisateur de von Stauffenberg et son rejet de l'idéal nazi, von Treschko lui offrit un poste comme officier d'état-major au quartier général de l'armée allemande à Berlin pour l'assister le moment venu dans l'élimination du Führer. Conscient que ses blessures ne lui permettraient pas de mener à bout seul un tel projet, von Stauffenberg accepta le poste. Von Treschko était convaincu que seule la mort d'Hitler pourrait stopper la tyrannie nazie. Tandis que les Alliés la combattaient sur les champs de bataille, la résistance allemande, elle aussi, se préparait à faire son devoir. L'assassinat doit être tenté à tout prix. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus l'objectif concret du coup d'État, mais bien de prouver au monde et aux yeux de l'histoire que les hommes du mouvement de résistance ont eu le courage de faire un pas décisif. Lorsque von Stauffenberg rejoignit le mouvement, divers plans avaient été tentés pour tuer Hitler et ses officiers de haut rang. À chaque tentative, quelque chose allait de travers. Von Stauffenberg pensa qu'en raison de ses blessures, il lui serait plus facile de s'approcher d'Hitler sans soulever de soupçons. Il se désigna donc pour mener l'attentat. À ce stade du conflit, les opérations de débarquement des Alliés avaient été couronnées de succès et le soutien à von Treschko à la résistance allemande s'intensifiait afin de mettre fin au régime nazi et à son chef. Le 11 juillet 1944, von Stauffenberg participa à une conférence au Berghof, la retraite d'Hitler au cœur des Alpes bavaroises, près de Berchtesgaden, avec dans sa mallette une bombe. Un autre membre du complot attendait, à bord de la voiture prévue pour s'échapper, que l'assassinat d'Hitler, d'Himmler et de Göring réussisse. Mais une fois de plus, il échoua. Lorsque von Stauffenberg arriva, il découvrit que Himmler et Göring n'étaient pas présents. Après un coup de fil avec ses co-conspirateurs, la décision fut prise d'annuler l'opération. Von Stauffenberg rentra à Berlin, décidé à renouveler sa tentative ultérieurement. Les conspirateurs ne perdirent pas de temps à reprogrammer leur opération. Et vers le 15 juillet, von Stauffenberg, une nouvelle fois, était prêt, avec sa bombe, dans les quartiers généraux d'Hitler en Prusse orientale. Cette fois,
Himmler était absent de la réunion et cette nouvelle tentative avorta. Trouver les trois hommes ensemble au même endroit, au même moment, s'avérait très compliqué, car les chefs nazis étaient très prudents. Des arrestations avaient déjà eu lieu. Les membres du complot choisirent la date du 20 juillet. L'urgence de l'exécution était vitale pour ce qui serait le dernier créneau possible. Au matin du 20 juillet, von Stauffenberg rejoignit de Berlin la tanière d'Hitler en Prusse orientale, armée de 2 bombes dans une mallette. Il pénétra dans la salle de réunion, comme prévu, avant l'arrivée du Führer. Prétextant un changement de chemise, il trouva une salle dans laquelle il activa les détonateurs en utilisant une petite pince. Privé de la main droite et avec seulement 3 doigts à la main gauche, ce travail précis n'avait rien d'aisé. Lorsqu'un garde frappa à la porte pour lui demander de se presser de rejoindre la réunion, il n'avait armé qu'une seule bombe. Von Stauffenberg n'avait plus qu'à espérer qu'une seule bombe suffirait. À 12h30, von Stauffenberg plaça la mallette sous la table devant lui dès qu'Hitler eut pris place. Il quitta alors la pièce en évoquant un coup de téléphone urgent à donner et attendit l'explosion. Mais un retardataire prit le siège que von Stauffenberg venait de quitter et repoussa la mallette de quelques centimètres. Lorsque la bombe explosa à 12h42, l'infortuné retardataire et 3 autres hommes furent tués, mais Hitler, une fois de plus, échappa à la mort. Il fut même l'un des moins touchés par l'explosion grâce à la protection que lui avait procurée la grande et solide table de conférence en chêne. Von Stauffenberg était certain que personne n'avait pu survivre à l'énorme explosion. Il fonça vers Berlin, convaincu qu'Hitler était mort. Enthousiaste, von Stauffenberg retrouva les autres membres de la conspiration, prêts à prendre le pouvoir en Allemagne. Cependant, vers 19h le soir même, cette joie se transforma en désespoir lorsqu'Hitler intervint à la radio avec ces mots « Une petite clique d'officiers ambitieux, sans scrupules, criminels et à la fois stupides ont tenté de m'éliminer. » L'agence de presse allemande ajouta « Le peuple allemand doit considérer l'échec de cet attentat envers la vie d'Hitler comme un signe qu'Hitler bénéficie de la protection d'une puissance divine pour poursuivre sa tâche. » Cette petite clique dont Hitler parlait était en fait bien plus importante qu'il ne l'avait imaginé. Lorsqu'il donna l'ordre de fusiller von Stauffenberg immédiatement, l'officier en charge de la mission s'avéra être lui-même membre de la conspiration, et ses ordres ne furent pas transmis. Mais la capture de von Stauffenberg était inévitable. Avant la fin du jour, lui et 3 de ses comparses avaient été retrouvés. À 1h, le matin du 21 juillet 1944, à la lumière des phares d'un camion, von Stauffenberg, âgé de 36 ans, murmura ces derniers mots « Longue vie à l'Allemagne sacrée » avant d'être fusillé. Le frère de Stauffenberg, Berthold, ainsi que plus de 200 autres conspirateurs comparurent devant un juge et furent condamnés à mort. Huit de ces sentences, dont celle de Berthold, étaient la mort par pendaison avec une corde à piano sur un croc de boucher.
Ces exécutions horribles furent filmées et montrées aux officiers supérieurs afin de les dissuader de toute future tentative d'assassinat. Hitler devenait encore plus paranoïaque et dangereux alors que la défaite de l'Allemagne était maintenant inévitable. En juin, tandis que la bataille de Normandie faisait rage et que les Russes se rapprochaient de l'Allemagne dans le Pacifique, les Américains, eux aussi, marquaient des points. Leur cible était les îles Mariannes, et la première d'entre elles était Saipan. Des avions japonais furent abattus par centaines et les sous-marins américains torpillèrent avec succès les porte-avions japonais. Les Alliés remportèrent la victoire et Saipan tomba le 9 juillet 1944. Cette défaite entraîna la démission du Premier ministre japonais Tōjō 9 jours plus tard. Il dissimula les événements de Saipan, essayant de convaincre son peuple que les Japonais avaient été victorieux. Lorsque la vérité éclata au grand jour, Tōjō perdit toute sa crédibilité. Les Américains ne s'arrêtèrent pas en chemin. Après leur victoire à Saipan, ils entamèrent une nouvelle campagne pour s'emparer des îles de Tinian et de Guam. Elles furent atteintes en août 1944. L'humiliation de Pearl Harbor en 1941 était sur le point d'être lavée. Les Américains pouvaient maintenant envisager le combat sur le sol japonais. Au cours de l'été 1944, sur le front européen, les forces américaines poursuivirent leur percée vers l'intérieur des terres. Américains et Britanniques devaient maintenant unir leurs efforts plus étroitement. Montgomery s'attendait à ce que Eisenhower le nomme commandant des forces terrestres en Europe. Mais les généraux Omar Bradley et George Patton, tout autant que Montgomery, avaient assumé des responsabilités importantes dans cette reconquête de la France. Privilégié, Montgomery était impensable. Un très fort antagonisme divisait les généraux américains et Montgomery depuis les opérations alliées en Sicile. Eisenhower savait très bien que ses compatriotes n'accepteraient jamais que Monty les commande. Par ailleurs, il y avait désormais un nombre plus élevé de troupes américaines que britanniques combattant en Normandie. Il était logique que ce soit un Américain qui ait la responsabilité globale. La solution évidente était qu'Eisenhower endosse lui-même ce rôle. Pour apaiser Montgomery, le Premier ministre Winston Churchill le promut au rang de maréchal. La mission suivante de Montgomery portait le nom de code de Opération Goodwood. Lancée le 18 juillet, son objectif était d'affaiblir la résistance allemande pour faciliter l'opération Cobra. Cette opération Cobra devait aboutir à l'encerclement des Allemands dans la poche de Falaise. L'opération aurait dû réellement commencer le 18 juillet, mais en raison du mauvais temps, une constante de l'été 1944, elle fut repoussée au 25 juillet. Une autre opération, nom de code Atlantique, fut lancée pour prendre les crêtes de Verrières, un secteur de collines au sud de Caen. S'emparer de ces collines ne permettrait pas seulement de créer une excellente position défensive, mais ouvrirait également la route vers la ville de Falaise, particulièrement difficile à prendre, en raison d'une forte concentration allemande sur cette ligne de crête stratégique. Lorsque l'opération Atlantique échoua, l'opération Spring fut lancée par le général canadien Guy Simmons, nommé par Montgomery pour établir un plan de bataille destiné à s'emparer de ces crêtes. La phase 1 commença le 24 juillet. Les soldats du North Nova Scotia Highlander attaquèrent, les premiers, la ville de Tilly-la-Champagne aux toutes premières heures du jour. Simmons avait imaginé de faire réfléchir la lumière des projecteurs sur les nuages afin d'augmenter la visibilité et de voir les positions ennemies. Malheureusement, cela signifiait, à contrario, que les défenseurs allemands pouvaient également voir les Canadiens.
Il en résulta une bataille d'une violence inouïe. Pour la phase 2, les Highlanders de Calgary se dirigèrent vers les villes et les crêtes. Malgré une farouche opposition allemande, la zone fut libérée. Mais les contre-attaques des Panzers contre la North Nova Scotia et les Highlanders de Calgary forcèrent les Alliés à quitter les zones récemment conquises. L'unité Black Watch fut engagée pour la 3e phase. Elle se dirigea vers le village de Saint-Martin avant de tourner vers les crêtes de Verrières. Pendant le jour J et les semaines qui suivirent, le mauvais temps avait joué en faveur des Alliés, convainquant les généraux d'Hitler que les opérations ne pourraient commencer avant que les conditions météo ne s'améliorent. Ce n'était toujours pas le cas lorsque l'opération Spring débuta. Les Allemands déplacèrent leur 9e Panzer Division SS dans la zone dès que les informations sur le déclenchement de l'opération Spring leur parvinrent. Un délai consécutif au mauvais temps donna aux Allemands le temps de renforcer la crête avec 4 bataillons supplémentaires. Les Canadiens subirent de terribles pertes dans cette phase et peu de soldats réussirent à survivre pour raconter leur histoire, prouvant qu'en dépit du succès du jour J, la bataille de France était loin d'être gagnée. Ce n'est qu'au début du mois d'août que la zone autour de Caen put être sécurisée. Cependant, alors que la percée avait été lente, les Alliés firent soudain de rapides progrès. Le 15 août, l'opération Dragoon fut déclenchée. Les Alliés étaient sur le point de débarquer sur la côte au sud de la France, entre Toulon et Cannes. Dragoon était le nouveau nom de l'opération Anvil, qui aurait dû se dérouler au même moment que l'opération Overlord, afin que les troupes attaquent au sud en même temps que s'effectuait le débarquement en Normandie. La coopération entre les Américains et les Britanniques s'avéra difficile et pas toujours harmonieuse. L'opération Anvil avait révélé des problèmes internes. Winston Churchill était convaincu que la guerre en Italie devait être terminée au plus vite et mettait la pression pour que Rome soit conquise. Mais la décision d'envahir la France fut prise et l'opération Overlord s'organisa. Les plages de Normandie étaient finalement choisies pour cette opération et les Américains avaient également prévu de débarquer au sud de la France selon les plans de l'opération Anvil. Les deux opérations exigeaient l'utilisation des LST, Landing Ship Tank, mais Churchill demanda au président Roosevelt de transférer ces précieux engins de l'opération Anvil vers l'opération Overlord. Les Américains n'étaient pas chauds pour accéder à cette demande. Cette dispute continua un certain temps, jusqu'à ce qu'un entraînement au débarquement des hommes et du matériel sur des plages anglaises similaires à celles choisies en Normandie tourne au désastre. L'entraînement des Américains pour Utah Beach, à Slapton Sands dans le Devon, subit l'attaque des U-boats allemands de Cherbourg, qui réussirent des tirs directs sur 5 LST, tuant plus de 700 hommes. Ces LST étaient impossibles à remplacer si près du jour J et l'opération Anvil fut repoussée. Ironiquement, même après le succès du jour J, Churchill était toujours opposé à l'opération Anvil, pensant que ses forces seraient mieux employées dans les pays de l'Est de l'Europe, craignant que leurs alliés russes ne deviennent trop envahissants. C'est alors qu'on suggéra de changer le nom de l'opération en opération Dragoon, Churchill ayant été embrigadé dans l'opération, ce qui se traduit par Dragoon en anglais.
Après que Rome soit tombée aux mains des Alliés début juin, Churchill n'avait plus d'arguments. Après le succès de l'opération Cobra, qui était due pour l'essentiel à la puissance des Américains, le Premier ministre britannique n'avait plus d'autre choix que d'acquiescer et l'opération Dragoon fut prévue pour le 15 août. Impliquant 200 000 Américains, Canadiens, Français libres et Britanniques, les débarquements eurent lieu avec succès sur 7 zones différentes le long de la côte. Dès le deuxième jour, plus de 94 000 hommes avaient été débarqués, et comme beaucoup de soldats de la Wehrmacht avaient été envoyés combattre dans le nord de la France, l'opération Dragoon ne rencontra guère d'opposition. Le débarquement fut mené avec rapidité et efficacité, et en moins de 24 heures, les Alliés avaient pénétré de 30 km à l'intérieur des terres. Pour la résistance française, c'était une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui combattaient dans les rues de la capitale. L'espoir d'une libération rapide de Paris se confirmait. La résistance française, née dès l'installation du régime de Vichy, après la défaite de la France en 1940, s'est développée et organisée conjointement au durcissement de l'occupation allemande. Le régime de Vichy, présidé par le maréchal Philippe Pétain, a dirigé la France pendant l'occupation entre 1940 et 1944 et est vite tombé sous la férule d'Hitler. Pour beaucoup de Français, être vaincu par les Allemands et voir son gouvernement en connivence avec les vainqueurs était insupportable, et les mouvements de résistance s'en trouvèrent renforcés. Il était extrêmement difficile pour la résistance d'agir. Gestapo, délation, couvre-feu, censure compliquaient gravement leurs initiatives. De plus, le gouvernement de Vichy entretenait une propagande faisant passer les résistants pour de dangereux criminels et des traîtres à la patrie. En 1943, la milice fut créée. Elle était au gouvernement de Vichy, ce que la Gestapo était aux nazis. La milice fut responsable de la mort de milliers de Français pendant les années noires de l'occupation. Châtiments collectifs et sanglants massacres se multiplièrent. Bien que la libération de la France fût proche, les exactions continuaient. Dans le village d'Oradour-sur-Glane, où la présence de la résistance était suspectée, une division SS massacra les 642 habitants. Les hommes furent réunis et abattus à la mitrailleuse, tandis que les femmes et les enfants furent brûlés vifs dans l'église où ils s'étaient enfermés. Malgré tous ces aléas, à l'aube du 6 juin 1944, la résistance française pouvait lever une armée de 100 000 hommes, prêts, volontaires et capables, dans de nombreuses actions d'envergure, d'être plus que des partenaires de seconde zone et d'assister les Alliés dans l'opération Overlord. Les renseignements qu'ils fournirent furent très précieux, et dans les actions de sabotage sur les transports et les lignes de communication, ils furent très efficaces. Évidemment, la résistance voulait que Paris soit libéré aussitôt que possible, et le soulèvement commença le 19 août. En dépit du fait qu'Eisenhower pensait qu'il était trop tôt pour faire mouvement sur Paris, il reçut un ultimatum qui l'obligea à changer de tactique. Charles de Gaulle, qui était à la tête des Français libres et de la 2e division blindée, menaça d'envoyer son armée à Paris, seul s'il le fallait, pour porter assistance aux Parisiens qui s'étaient révoltés. Il ne voulait pas que se reproduise le scénario de Varsovie, lorsque les Russes étaient restés sans intervenir pour soutenir le soulèvement polonais. Eisenhower donna son feu vert et autorisa les Alliés à lui apporter son soutien. Les Français libres combattirent glorieusement pour Paris.
Vers le 16 août, la police, le personnel du métro et des postes s'étaient mis en grève. Le 20 août, le soulèvement était total avec des barricades et des tranchées qui étaient apparues un peu partout. Des hommes, des femmes et des enfants apportaient leur aide à la résistance pour transporter du matériel sur leurs chariots en bois. Le patriotisme était de plus en plus fort. Lors d'un bref cessez-le-feu, les deux camps tentèrent d'évaluer leur situation respective. Les Allemands n'étaient pas si nombreux, mais la résistance était dépourvue d'armements lourds, ce dont disposait en abondance la Wehrmacht. Le 22 août, la bataille de Paris faisait rage. La résistance réussit à forcer l'essentiel des troupes d'occupation à se retirer. Fou furieux, Hitler exigea qu'un maximum de dommages soit infligé à la ville. Dietrich von Cholstitz, commandant des troupes d'occupation, donna l'ordre de bombarder le Grand Palais. 2 jours plus tard, les Français libres de la 2e division blindée parvinrent au centre de Paris et le général Pierre Billotte, commandant de la 1re brigade blindée française, demanda par une simple missive à von Cholstitz de faire appel à sa raison. J'estime que d'un point de vue strictement militaire, la résistance des troupes allemandes en charge de la défense de Paris ne peut plus être efficace. Afin de prévenir toute effusion de sang inutile, il vous appartient de mettre un terme à toute résistance immédiatement. Hitler réitéra son ordre de ne pas se rendre, quelles que soient les circonstances. Il fit cette terrible déclaration. La capitale française ne doit pas tomber dans les mains ennemies, sinon totalement en ruine. Von Cholstitz prit la très difficile mais courageuse décision de ne pas obéir à ces ordres indignes et permit à Paris d'être libéré intact par les troupes françaises. Charles de Gaulle, triomphant, fit un brillant et patriotique discours destiné au peuple de Paris tout juste libéré, au monde entier. Nous avons vécu les plus grandes heures de notre histoire. Nous n'avons pas à vouloir autre chose que de nous montrer, jusqu'à la fin, dignes de la France. Vive la France! De Gaulle fut nommé président du gouvernement provisoire de la République française qui prit immédiatement les rênes du pouvoir. La libération de Paris fut un moment clé sur la route des Alliés vers la victoire. La course vers Berlin était désormais lancée. Les mois de juillet, août, septembre furent cruciaux pour les Alliés. Après la consolidation des avancées du débarquement et les attaques contre les places fortes allemandes le long de la côte normande, l'énormité de la tâche accomplie était évidente. Celle qui attendait les Alliés l'était tout autant. Ils devaient désormais entreprendre une longue et difficile campagne à travers la France pour atteindre l'Allemagne. Bien que se sachant perdant, la volonté obstinée d'Adolf Hitler de se battre était plus forte que jamais. Mais les capacités du Führer à prendre des décisions rationnelles se détérioraient, et même ses officiers les plus gradés, dont Hermann Göring, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, commençaient à avoir de sérieux doutes sur la capacité d'Hitler à les conduire plus longtemps. Pour renforcer leur position en France, les Alliés allaient devoir faire face à de nombreux dangers. Tandis que les Russes se fonçaient sur Berlin depuis l'Est, les Alliés à l'Ouest devaient affronter des problèmes politiques avec leur homologue soviétique dont Berlin était l'objectif. La fin de la Seconde Guerre mondiale approchait. Les défis pour le monde libre étaient plus grands qu'ils ne l'avaient jamais été depuis 1939. Une chose était certaine. La fin d'Hitler et de sa tyrannie était proche, laissant augurer d'une nouvelle ère de liberté. Prochain épisode, la dernière offensive d'Hitler.